c'est la base, je dirais, de l'éducation bienveillante respectueuse, c'est les limites en fait. Hello Tiffany. Bonjour Boutaïna, comment ça va? Très bien, ravie de te retrouver pour un sujet brûlant, brûlant, brûlant. Est-ce qu'il faut choisir entre l'enfant roi et la bienveillance? Est-ce qu'il faut choisir entre l'empathie et le surmenage? Comment fait-on? Alors, grande question, justement, qui peut parfois être très critiquée ou justement mal interprétée. Il y a beaucoup maintenant d'articles dans tous les sens sur l'éducation bienveillante, positive, enfin, tout ça, tout ça. Surtout en pleine pandémie, il faut le rappeler, on est en train de vivre une situation particulière où du coup il y a eu beaucoup de stress et d'anxiété et d'angoisse qui ont été environnementales. Oui, tout à fait. Donc déjà, il faut remettre, je pense, dans le contexte de base, un enfant qui se construit à du coup des étapes dans son développement physiologique, psychologique, physique. Donc ces étapes, même si elles n'arrivent pas forcément exactement au même moment pour tous les enfants, en tout cas elles arrivent. Donc ça, c'est déjà important de les connaître en tant que parent pour avoir des outils nécessaires pour ensuite adapter son comportement et puis l'éducation qu'on va amener. Ensuite, justement, alors souvent, la mauvaise compréhension de ce qui est l'éducation bienveillante, positive ou respectueuse, peu importe comment on l'appelle, c'est que les parents se disent c'est nos limites, on laisse faire l'enfant et puis voilà. C'est absolument pas ça. Justement, ça c'est une très mauvaise interprétation. Toutes ces pédagogies-là ont un point commun très précis, c'est qu'il y a vraiment des limites et qu'elles sont justement très claires, très fermes. Et que c'est souvent ça le problème, c'est que si on n'est pas clair sur ses limites, déjà en tant que parent tout seul, mais en tant qu'équipe de coparents, là l'enfant ne va pas comprendre et ne va pas pouvoir en fait intégrer interpréter. Et il faut savoir qu'un enfant qui va tester, qui va dépasser les bornes ou qui va être, comme tu dis, enfant roi, c'est un enfant qui n'a pas assimilé les règles et les limites parce qu'elles n'ont pas été claires, ou qu'en tout cas elles ne sont pas claires dans la coéquipe parentale, voire même au-delà. On peut prendre le cercle familial un peu plus large aussi, c'est important. Mais donc voilà, donc en fait l'enfant va tester parce c'est une demande de sa part de j'ai besoin de comprendre la limite, j'ai besoin d'être rassuré là-dedans parce qu'un enfant sans limite va avoir des énormes stress, il va s'en sentir complètement insécurisé. Donc c'est la base, je dirais, de l'éducation bienveillante respectueuse, c'est les limites en fait. Alors oui, en effet, on peut imaginer qu'il doit y avoir des limites. Maintenant, comment les transmettre? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que dès qu'on met un cadre ou une limite, ça s'apparente à de la punition. Ouais. Bien, ça s'apparente à de la non-punition. Comment arriver à transmettre ces limites dans un cadre qui soit pas bienveillant, mais c'est pas la question de l'étiquette, mais en tout cas, qui ne soit pas dans la domination violente. C'est vraiment de la domination. Tout à fait. Alors là, justement, on va opposer les deux types d'éducation, l'éducation bienveillante et puis l'éducation un peu à l'ancienne, qui va justement être basée sur ce système autoritaire, dans le sens, c'est un système où l'adulte va prédominer l'enfant et va avoir toute puissance sur l'enfant, et donc c'est lui qui a raison et c'est tout. Donc là, nous, vraiment, on va partir sur quelque chose du respect de l'enfant et d'un côté de travailler avec l'enfant. C'est-à-dire que déjà, donc quand on fait sa liste de ses limites en tant que parent, on peut choisir vraiment toutes les limites qui nous importent. C'est important de connaître aussi ses propres limites. Il y a des choses qui... Voilà. Mais par contre, il faut pouvoir les expliquer de manière complètement rationnelle et logique à l'enfant et qu'elle lui soit compréhensible. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre l'enfant comme en fait un ego en quelque sorte à nous, parce que c'est un être humain avec ses sensibilités, ses besoins, et en fait il n'y a pas vraiment justement dans cette vision de raison que notre avis soit prédominant en fait, s'il n'y a pas en tout cas de danger pour l'enfant, ou si ça ne vient pas endommager quelque chose. Voilà, il y a des choses où parfois on va se dire je veux qu'il fasse comme ça, mais quand on essaye de demander aux parents mais pourquoi en fait, pourquoi est-ce que vous voulez qu'il fasse Oui, comme ça? il y a une couche de normes sociales
qui se rajoutent parce qu'il faut être poli, parce qu'il faut savoir se comporter comme il faut en société. Voilà, enfin, il y a plein de raisons qui font ça, mais en fait, du coup, et c'est même très compliqué de devoir faire la différence entre ce que le parent veut, vraiment, entre la sécurité et ce que la société veut. Mais est-ce qu'on peut rappeler aussi que le parent a le droit aussi d'exprimer que dans sa famille, il a envie d'avoir certains principes de vie? Bien sûr. Et ben, par exemple, on peut prendre l'exemple de manger avec les doigts. Voilà. Ou un autre exemple, mais il faut aussi avoir des limites qui sont à la hauteur du développement de l'enfant. D'accord ? Et donc, il ne faut pas être trop rigide sur ça. C'est-à-dire qu'on peut se dire comme limite, oui, moi j'ai envie que mes enfants ils soient bien élevés. Pour moi, bien élevés par mon éducation, par la société, par tout ça, ça passe par manger avec des couverts. Donc ça, c'est la vision de la plupart des parents, on est d'accord. Sauf qu'un enfant, son apprentissage et comment ça se fait par le toucher, par les mains. C'est comme ça qu'il emmagasine les informations, que son développement explose et qu'on lui apporte le maximum de ce qu'on peut. Donc, si nous, on impose les couverts, ça vient un peu à l'encontre de lui, ses besoins au niveau de son développement. Donc, il faut trouver un compromis là-dedans et de se dire peut-être qu'on peut, au début, déjà permettre à l'enfant, quand il n'est pas capable d'utiliser des couverts, de faire avec ses mains, de se salir un peu, etc. Mais nous, de lâcher prise un peu là-dessus. Puis après, au fur et à mesure, d'intégrer la limite, au fur et à mesure que l'enfant est capable de vraiment l'intégrer et de faire ce compromis-là. Mais c'est vrai que il faut faire une vraie distinction entre les limites qui sont non négociables pour les parents. Par exemple, frapper quelqu'un, c'est quelque chose de non négociable, on est d'accord. Mettre son doigt dans la prise d'électricité. Voilà. Mais justement, c'est complètement négociable parce qu'il n'y a aucun risque. Si on est dans un logement qui est mis aux normes, etc., il n'y a aucun risque à mettre son doigt dans la prise. Il n'y a aucun risque. Tu peux demander à n'importe quel électricien. Pour qu'il y ait un risque, il faut prendre 2 éléments en métal. Non, maman elle a peur. On ne sait pas. Maman elle a peur. Et alors là, travailler sur les peurs des parents, justement. Oui, mais là encore, et c'est ce que je dis, maman elle a le droit de dire, en fait, maman elle a peur, elle ne veut pas parce que ça fait peur. Exactement, parce que ça fait peur à maman. Mais par contre, ce n'est pas dangereux. Et il faut aussi pouvoir dire à l'enfant, moi ça me fait peur, mais je comprends que voilà. Et puis surtout, dans ce cas-là, on peut faire tout ce qui est diversion aussi par rapport à la prise, ou justement expliquer à l'enfant qu'est-ce qu'une prise. C'est quoi? Ça sert à brancher. Je veux dire, effectivement, généralement, se toucher. Et tout ce que l'enfant va essayer de faire, c'est juste un moyen d'apprentissage. Donc, et peut-être regarder, c'est là où l'éducation bienveillante est intéressante, c'est qu'elle nous met à la hauteur de l'enfant, de ses propres besoins. Ça ne veut pas dire que c'est l'enfant qui décide de tout. Voilà, c'est important de le rappeler, mais ça veut dire que l'adulte essaie de comprendre son point de vue, parce que ce que tu es en train de décrire, c'est aussi l'intuition qui est très forte chez l'enfant et qui n'a pas été encore patinée par la société, que donc cet enfant intérieur de l'enfant est encore très prédominant, et très décidé, il est très curieux, et du coup, ça vient se confronter au temps, déjà. On n'a pas de temps le matin, à notre vision de la sécurité et à notre vision de ce qu'est le vivre ensemble. Oui, tout à fait. Mais après, donc, on peut partir sur autre chose, c'est vraiment être, même si on n'a pas trop le temps, même si tout ça, à partir du moment où on explique les bien fondés de nos limites et pourquoi est-ce que c'est comme ça à un enfant, et si c'est tout le temps le cas, si c'est logique et qu'on est juste avec ça, très vite l'enfant va accepter et va nous écouter. Alors que par exemple si on commence à mentir, si on commence à faire des jeux trop de distractions, trop souvent, si on va être dans la récompense, si on va être dans le chantage, alors là on rentre dans quelque chose avec notre enfant où notre enfant on perd sa confiance parce qu'il sent qu'on le manipule, il sent qu'on lui manque, qu'on n'est pas juste avec lui, et dans ces cas-là il ne va pas nous écouter parce que pour lui ça ne va plus avoir la même valeur, notre parole n'aura plus la même valeur. Donc c'est pour ça que c'est très important de, quand on dit quelque chose à un enfant, on le fait. Quand on explique pourquoi, on explique la vraie raison. On ne va pas trouver une
raison imaginaire qui, en fait, est fausse. Parce que ça, les enfants, au bout d'un moment... Et donc, le Père Noël n'existe pas? Non, voilà. Moi, ma fille, le Père Noël n'existe pas, exactement. Et surtout que du coup, on n'utilise pas le Père Noël comme un prétexte à partir de... Parce que là, on va rentrer dans le money time. Hein. Là, on est alors en là, je vais pas Généralement, les parents commencent à en parler de Père Noël à partir de novembre. Arrêtez de mentir à vos enfants. Ne fais pas ça, sinon Papa Noël va pas venir. Etc. Mais non, parce qu'en fait, on perd la confiance de l'enfant. Quand l'enfant va se rendre compte que les Pères Noël n'existent pas, il va inconsciemment associer « mes parents m'ont menti, on m'a menti ». Et là, ça peut être un choc selon les enfants, plus ou moins inconscient ou conscient, mais c'est un vrai mensonge. Donc non, moi, ma fille, elle sait que le Père Noël n'existe pas. Mais il n'y a aucun problème, il y a plein de magie de Noël. C'est pas ça la magie de Noël. La magie de Noël, c'est les cadeaux, c'est les moments en famille, c'est le sapin, c'est la musique, c'est tout ça. Et en fait, elle a autant la magie de Noël, elle a vraiment pas besoin de ce Père Noël qui souvent, la plupart du temps, fait peur aux enfants. Enfin, voilà. Donc, oui, vraiment, oui. Voilà. Peut-être qu'ils ont déjà l'intuition de ce que c'est. Je voudrais revenir à une technique que tu as nommée. C'est vrai que dans notre, on va dire, mode d'éducation classique ou standard qu'on a connu nous, la récompense ou la punition est souvent utilisée. Maintenant, est-ce que le fait d'expliquer un système de causalité, donc c'est différent. Tu fais ça, tu vas avoir ça parce que tu as eu le système de droits et devoirs. C'est ce que j'essaye d'implémenter par exemple chez moi, c'est que il va avoir typiquement une liste de choses à laquelle il a droit de manière basique, c'est le forfait simple de la journée. Ça, je le faisais durant les vacances. Et si il fait des choses qui normalement n'étaient pas supposées, typiquement taper sa maman, ça arrive, et que ce n'était pas prévu, que ce n'est pas accepté, que ça ne rentre pas dans le cadre, là, du coup, les choses supplémentaires, les accessoires, les nice to have, il n'y en aura pas parce qu'en fait, il n'a pas respecté le cadre. Est-ce que du coup, ça rentre dans un système de récompense, sachant que le cadre, il est posé bien avant, qu'on a expliqué, qu'on a répété, comment on le voit du prisme de l'éducation bienveillante? Alors ça, c'est pareil, la limite est toujours très... C'est très compliqué, hein. En fait, je vais essayer d'être claire. Donc, en fait, le système de récompense, le problème que ça a, c'est qu'en fait, on va être dans la surenchère. C'est-à-dire que l'enfant va complètement intégrer que si il fait ça, il a ça, etc., etc. Et le problème, c'est que du coup, ça a plein de problèmes différents, mais notamment, je vais pas, sinon ça va être un exposé d'une bien sûr. Mais pour essayer de faire rapidement, en gros, du coup, l'enfant ne va que faire parce que, et puis surtout, du coup, quand il n'y aura pas, il fera pas. Ou sinon, il va ressentir une injustice. Trahi, d'où les petites crises. Typiquement, si on donne du sucre quand on va au supermarché ou quand on montre pas la télé quand on a fait quelque chose et que là, ça devient un drame pas possible. Et puis en plus, ça associe, donc là, c'est encore en tant qu'adulte, à l'amour. Ça associe plein de choses. Et donc après, en tant qu'adulte, ça crée plein de problèmes qu'on va régler chez les psys parce que justement, on a associé plein de trucs. Alors quand on fait du grignotage... Système d'abandon, voilà. Tout est lié, donc c'est très compliqué. Donc en fait, au lieu de faire ce truc de récompense, on peut complètement changer un mot. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser le si, on va utiliser le quand. Oui. C'est-à-dire que quand tu auras mis ton pyjama, on va aller lire une histoire. Et en fait, ça change absolument tout dans la tête de l'enfant, parce que c'est juste de la chronologie, de lui expliquer quand quand on sera prêt, qu'on aura mis le pyjama, dans ces cas-là, on va lire l'histoire, ça sera fait. Mais c'est pas une récompense, c'est juste que c'est les étapes de notre routine, de ce qu'on fait, et donc l'enfant sait qu'après, il y a quelque chose de positif qui vient, donc mais il sait qu'il y a l'étape d'avant à faire. Et donc c'est complètement différent. Donc si on veut mettre quelque chose un peu comme ça, on utilise juste le quand au lieu du si, et puis l'enfant va, dans ces cas-là, avoir cette notion de après, il y a autre chose qui vient. Et là encore, il faut rappeler, c'est parce que aussi l'enfant est dans un momentum qui est toujours dans l'instant présent. Alors quand on dit le si, tu fais ça, tu vas avoir ça, en fait lui tout de suite il saute dans la conséquence et il veut pas l'avoir. Alors que même si c'est compliqué pour lui le fait de dire quand, et ça c'est un exercice, là encore c'est tout est routine, tout est explication et répétition 10 000%. Un dernier point, c'est comment arriver à se préserver d'énergie, parce que
tout ça, c'est du boulot. C'est beaucoup de boulot. C'est de la disponibilité. Il faut... Parce que, comme tu viens de dire, on n'a pas reçu cette éducation. Donc, c'est un travail sur nous qu'on fait. Et ça nous prend du temps, de l'énergie, la charge. Nous-mêmes, on est soumis à des contraintes. Nous-mêmes, notre enfant intérieur est complètement étouffé. Arriver à trouver ce temps qu'on voudrait avoir pour être le parent qu'on souhaite être ou devenir, c'est compliqué. Et c'est ça qui mène au surmenage, mais c'est compliqué d'être dans cette difficulté en contradiction, ce paradoxe, cette dissonance cognitive. Bah, bien sûr, alors du coup déjà il y a le fait de peut-être que si on a par exemple des réactions très de colère ou de fatigue machin, peut-être essayer de se dire que c'est notre enfant à nous, intérieur qui nous demande un peu de l'aider, de l'écouter, donc peut-être voilà. L'écouter un peu plus. Exactement, l'écouter un peu plus. Ensuite, je dirais, ça va être la manière de communiquer avec notre enfant et en fait, plus on sera en quelque sorte efficace dans notre manière d'aborder notre enfant, donc avec des formulations positives, avec accompagner son enfant et puis en accordant ce qui est son verbal, son non-verbal, enfin son paraverbal, et en fait avoir des petites techniques, donc se mettre à la hauteur, le contact des yeux avec l'enfant, ne pas négocier avec l'enfant, rester calme, avoir toutes ces techniques aussi de respiration. Il y a plein de techniques qui permettent de se reconnecter en tant que parent, donc de ne pas partir dans la colère ou dans la tristesse ou dans plein de choses comme ça qu'on peut avoir. Ça va être prendre un verre d'eau, respirer dans une paille comme quand on accouche, on souffle dans la paille. Donc ça, regarder un arbre ou quelque chose de vert, ou voilà, se reconnecter, ou tout simplement dire à l'enfant 1 minute. Maman, elle a juste besoin d'1 minute. On va dans la chambre d'à côté, on respire, on craque, on fait ce qu'on veut, on crie dans un oreiller, on revient, on dit maintenant je suis disponible, on va discuter. Mais savoir en fait faire tous ces petits exercices qui prennent pas de temps, parce que boire un verre d'eau, souffler un coup, voilà. Ça fait le mieux. Voilà, c'est expliquer à l'enfant en fait, c'est juste, j'ai l'impression, parce que on ne sait pas parler à nos enfants, on a l'impression qu'ils sont, je sais pas si on a l'impression qu'ils comprennent pas ou quoi que ce soit, mais en fait parler à votre enfant comme vous aimeriez qu'on vous parle à vous. Pourquoi arrêtez d'imposer à vos enfants en disant maintenant tu te laves les mains, mais pourquoi il doit se laver les mains? On explique à l'enfant, parce que là, il y a des bactéries, les bactéries, ça fait des maladies, donc tu dois te laver les mains. Et l'enfant, il n'est pas bête, il va y aller en 1 seconde. Mais si vous lui dites, maintenant c'est moi qui ai décidé, tu vas tout de suite, maintenant, à l'instant T, te laver les mains. L'enfant, bien sûr, qui va se dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Moi, j'ai décidé de faire autre chose, j'avais prévu d'aller jouer, faire mon truc. Donc, qui t'a demandé ton avis? Hein? Ça. Donc aussi, considérez votre enfant comme un être humain à part entière qui a vraiment ses besoins, ses idées, il a ses pensées dans sa tête et donc vos pensées et vos choix n'ont pas plus de poids que les siens. Donc vraiment c'est ça, la base c'est l'écoute, le pourquoi est-ce que mon enfant, pourquoi là je dois lui interdire de faire ça? Est-ce que vraiment est-ce que c'est légitime de lui interdire ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il n'est pas en train de... D'où l'intérêt en fait de se poser des questions, parce que parfois, et c'est toute la difficulté, c'est qu'on est tellement dans un pilotage automatique. Et en plus, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'on passe d'un état où le bébé est tout petit, où il est soumis, enfin, il n'a pas d'autre, il n'est pas conscient de ses besoins, il n'arrive pas encore à s'exprimer totalement, il n'a qu'une chose pour s'exprimer, c'est pleurer. Il s'est transporté de bras en bras. Donc, on passe d'un état où c'est un tout petit bébé, tout câlinou, choupinou, avec lequel on fait ce qu'on veut, entre guillemets, à tout d'un coup, un bébé autour de 6 mois, 9 mois, qui commence à exprimer vraiment pour la diversification, pour la marche, pour le fait de toucher à tout, de sortir de la poussette, en plus c'est l'époque où il parle pas, mais du coup il râle, donc ça râle beaucoup et on s'en rend pas compte, mais c'est le moment où on commence à se rendre compte et que lui aussi se rend compte qu'il a une conscience. Ouais, tout à fait. Et ça change toute la vie de famille. Et c'est au moment où généralement on commence à se dire wow, il y a une autre personne avec nous en fait.
C'est ça, et parce que les parents généralement paniquent à ce moment-là, ils ont par automatisme, et puis parce que c'est ce qu'ils ont vécu, ce truc de vouloir être à fond dans l'autorité, à fond dans la punition, dans le contrôle de l'enfant, ce qui va accentuer. Et par exemple, c'est assez intéressant à savoir, c'est que le Terrible 2, ça dure normalement 2-3 semaines. Hein. Donc les parents qui disent ça dure 1 an, non, c'est pas ça. Là, vous êtes dans un autre truc. La phase d'opposition pour le développement de la personnalité, ça dure 3 semaines. Hein. Si c'est bien géré, si on le laisse passer, c'est 3 semaine. Donc, il ne faut pas non plus tout mélanger, justement. Je pense que se dire que plus on va, en fait, essayer d'être en confrontation et puis en pouvoir, enfin, en jeu de pouvoir avec son enfant, plus déjà, comme on ça fait comme ça, on vient abîmer la relation qu'on est en train de créer. Donc, et après, on va en avoir les conséquences à l'adolescence, puis quand l'enfant sera adulte. Donc ça, il faut le prendre en conscience quand même. Mais du coup, juste être à l'écoute de son enfant, se dire, si moi j'étais à sa place, est-ce que j'aimerais qu'on me parle comme ça? Est-ce que j'aimerais c'est ce que tu viens de dire, c'est intéressant parce que ça me fait penser à une discussion qu'on a eue avec mon mari sur les Terrible 2, parce que j'avais entendu en plus dans une très grosse émission, il y a une légende urbaine qui dirait qu'un enfant qui a connu un Terrible 2 génial va de ce fait être un ado très calme. Et là, j'ai fait la blague. Alors, c'est soit les parents qui ont oublié et que du coup, ou alors ils avaient tellement eu un Terrible 2 horrible, entre guillemets, que du coup, même la crise d'ado, c'est passé comme une lettre à la poste. Soit, en fait, ils ont complètement cassé l'enfant et que du coup, à l'adolescence, lui, il ne pouvait rien faire. Et du coup, ça ressortira. Et c'est dingue ce genre de légende urbaine en fait qui existe, comme si c'était un fait scientifique pour confirmer, et que dans tous les cas, en plus, les parents qui disent si on a un Terrible 2 horrible, ça va. Du coup, il va être un ado crève. Mais tu sais, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un peu les biais du cerveau, c'est pour valider une information. Au bout d'un moment, tu sais, si tu as eu plusieurs personnes qui t'ont dit ça, puis que du coup ça vient, on va dire, un peu conforter quelque chose qui... ça te rassure, ça te rassure. Du coup, tu te dis que c'est bon, et puis c'est validé, c'est vrai. Mais non, c'est pas du tout vrai, il n'y a pas d'études qui montrent quoi que ce soit. Et ce qui est intéressant de ce que tu dis, même dans les Terrible 2, c'est que généralement, en fait, c'est des cycles. C'est des cycles parce que... c'est un cycle de découverte par rapport à un sujet, et qu'un enfant est en train de découvrir une compétence, une acquisition, et que nous, on est en mode inquiétude, incertitude, et que c'est là où ça se clash parce qu'on est en train de découvrir ce moment-là et on est en difficulté. Nous aussi, on fait un câlin. Mais c'est ça, exactement, mais je pense que c'est ça qu'il faut balancer, c'est son équilibre de son besoin. Et d'ailleurs, justement, pareil, dans tout ce qui est éducation bienveillante, on a le positionnement en tant qu'éducateur. Par exemple, on ne touche pas un enfant sans que l'enfant l'ait demandé ou lui avoir demandé. Parce que si on a, nous, envie d'un câlin, peut-être que l'enfant, lui, n'en a pas envie. Et si on vient faire un câlin forcé, d'ailleurs, les bises forcées des grands-mères, etc., c'est vraiment compliqué pour l'enfant. Et là encore, hein, parce qu'on a une prédominance physique, on vient lui imposer quelque chose. Je veux dire, derrière, il y a quand même une grosse signification, surtout dans notre société, si on veut essayer d'apprendre le consentement autant aux femmes qu'aux hommes de la génération à venir. Peut-être qu'il faudrait arrêter de faire des câlins et des bisous forcés aux enfants. Et accepter le non. Ça n'a rien de personnel. Non, exactement. Puis ils sont peut-être pas dans ce moment et tout. Et en fait, vous verrez, plus vous ferez ça, plus votre enfant va venir après, hein, au final, vous faire des vrais câlins. Mais c'est important de dire que si vous avez envie de faire un câlin pour votre enfant, mais c'est peut-être pas à votre enfant qu'il faut que vous le fassiez. Peut-être que dans ces cas-là, faut voilà. Ou alors exprimer, comme on disait tout à l'heure pour l'expression du modèle de famille qu'on souhaite, d'exprimer, moi je souhaite que dans notre famille, on se fasse des câlins quand on en a envie, quand on veut, quand on est disponible, mais qu'on soit dans une démonstration d'affection. Encore une fois, c'est pas vous qui choisissez. On peut avoir un enfant qui... C'est ça. Pas beaucoup. Non, mais ça peut être une ambition, mais ça veut pas dire une réalité. Et si votre enfant n'aime pas le contact physique, ne ressent pas le besoin, voilà, c'est pas à vous. C'est des phases.
Toutes les phases. C'est des phases. Et surtout, en fait, plus on va prêter pour tout, hein, plus vous allez poser l'attention sur quelque chose. Par exemple, si on prend la petite phase... La propreté. Plus on va... Oui, enfin, la continence, ouais. Du coup, plus on va prendre... Déjà, changeons ce nom de propreté, parce que l'enfant, c'est pas de la propreté, c'est de la continence. Hein, changeons le terme, déjà. Mais tu vois, si on fait trop... on focus sur quelque chose, l'enfant il va se dire ah ouais, ça, du coup c'est hyper intéressant, mais ça c'est le problème des prises électriques, c'est les parents paniquent et puis en font tout un frein, du coup l'enfant il se dit ah ouais, ça doit être super ce truc, parce que pour que la réaction soit si violente, donc du coup il y retourne, alors que l'enfant en fait il faut que vous le voyez comme un explorateur, il a cette checklist, il vient d'arriver sur une île où il a jamais posé le pied, c'est génial. Okay. Il a sa checklist et lui il doit toucher, mettre à la bouche, ou voilà, ça passe par là pour que ça soit dans son ok validé. Donc, cette journée elle était géniale, j'ai tout mangé les gars. Mais, donc il y a bien sûr des choses qu'on peut pas toucher, bien sûr des choses qu'on peut mettre à la bouche, mais tout ce qui peut être fait, on lui laisse parce que ça va venir être dans sa checklist, et une fois qu'il l'a checklisté, par exemple la prise électrique qu'on laisse à un enfant en accès libre, il va s'y intéresser 1 heure, 2 jours maximum, après il n'ira plus jamais voir une prise électrique parce que c'est tellement inintéressant, en vrai pour un enfant ça n'a aucun intérêt, donc du coup il l'aura checklisté et il passera à autre chose de bien plus intéressant. Mais donc comme on n'arrête pas d'interférer dans son exploration, c'est comme si on lui mettait des bâtons dans les roues en permanence, et lui ce qu'il veut c'est qu'on le laisse explorer, donc voilà, tant que ça ne le met pas en danger, que ça ne détériore pas le matériel et que ça ne met pas en danger quelqu'un d'autre, on laisse un enfant explorer. On a des douches, on a de l'eau potable, on a des machines à laver, donc arrêtons un peu. Et même des petits pansements, hein, ça ira. Et en plus, voilà, un petit pansement, et puis les enfants sont sympa. Voilà. Écoute, merci beaucoup Tiffen. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur la page donc de Helper au niveau de nos ateliers. On va avoir un super atelier qui va arriver du coup bientôt sur cette thématique. Ça va être le mercredi prochain, celui d'après, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, abonnez-vous à la newsletter avec nos meilleures astuces pour ne rien rater. Tiffen vous donne rendez-vous dans un atelier qui va être très très restreint pour maximum de couples de parents pour discuter effectivement du sujet sur tout ce qui est éducation bienveillante, surmenage et comment poser les limites. Et comment poser les limites. Pour tous ceux qui ont peur de cette question de l'enfant roi, de cette question des terrible two, on vous donne rendez-vous directement en live, en replay pour répondre à vos questions, à vous, parce qu'on a certainement répondu ou cassé quelques mythes durant cette vidéo, mais on n'a pas tout abordé, et en plus, chaque famille a sa propre dynamique, sa propre histoire, sa propre volonté, ambition. Donc allez-y, inscrivez-vous. Comme vous venez de voir, Tiffen est adorable et en plus particulièrement à l'écoute et bienveillante, oserais le répéter. Je vous dis à très bientôt sur The Helper, TheHelper.fr, et surtout, zen les amis, parce que franchement vos enfants vous adorent, vous êtes les meilleurs et bravo pour votre travail. À bientôt, prenez soin de vous.